Bon, bah, écoutez, je vais proposer de commencer et puis faire une petite introduction. Donc, bienvenue à tous pour cette session des AI Days. On est le 1er juillet après-midi. Je suis John Kefelec, investisseur et co-organisateur avec la French Tech des AI Days. Donc, pour vous éduquer sur la partie IA et avec une sauce bretonne. Et nous allons parler, après avoir discuté longuement de la partie IA des différents métiers, comment il y a impacté les métiers, la conférence que nous proposons autour du sujet du climat, en quoi l'IA peut influencer et altérer les problématiques climatiques que l'on connaît tous. Alors, pour introduction, je vais vous présenter une vidéo qui a été tournée hier à Vancouver, sur l'été qui commence à s'annoncer, sur une région qui pourtant était connue comme étant plutôt tempérée. D'aller dans un water park, on ne peut pas rester à l'intérieur de la maison, on dort très peu, les bébés se réveillent parce qu'ils ont chaud. On n'a pas le choix là, il faut vraiment qu'on se rafraîchisse parce que à l'intérieur des appartements, des maisons, c'est insoutenable. Vous imaginez même pas comment on souffre. Les ventilateurs, rupture de stock, les climatisations, c'est pareil. Donc on n'a pas le choix, les deux enfants, c'est très compliqué. Hier soir, on a enregistré 38 degrés dans la chambre de ma fille il y a 2 mois. En tant qu'amateur de météo, je voulais aller à Lytton en cette journée historique. Là, c'était quand même comme dans un four. Vraiment, moi, j'ai connu la canicule en France en 2003. J'ai connu d'autres vagues de chaleur dans le monde, mais jamais de cette intensité-là. Il y a de l'eau qui est distribuée partout dans la ville, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'hôtels qui sont réservés et qui sont full. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus réserver d'hôtels parce que tout le monde a ses ruées dessus pour trouver la climatisation. Donc voilà, donc c'était une introduction un petit peu grave, mais également réelle, hein, parce que c'est ce qui se passe actuellement au Canada, au nord du Canada, au nord de l'Amérique du Nord, qui est pourtant une zone censée être tempérée. Et ça va dans le sens du dernier rapport du GIEC, qui annonçait également des problèmes climatiques assez catastrophiques. Et voilà, donc à côté de la gravité, on a également l'optimisme, l'espoir que, effectivement, avec l'innovation et notamment l'intelligence artificielle, on peut trouver des solutions et des remèdes. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous sommes rejoints par 2 Finistériens nomades qui sont à la fois justement en France et au Canada et qui travaillent sur ces sujets d'intelligence artificielle appliquée au climat. Donc nous avons Gwendal Bian, qui est brestois d'origine, et qui a créé la société de data actionnable spécialisée dans la data responsable, et Mathias Humboldt sur la partie spatio-temporelle basée à Toronto. Et donc, je vais les laisser tous les deux vous guider dans leur présentation, où vous présentez les faits, la réalité et les solutions qui existent aujourd'hui pour s'adapter à ce problème, que ce soit pour les entreprises, les individus ou les collectivités locales. Gwendal et Martial, la parole est à vous. Merci, merci John. Moi, je suis très content d'être là. Merci pour l'intro, d'avoir un peu plombé l'ambiance, mais en tout cas d'avoir mis en face des faits assez qui sont avérés.
On avait prévu avec Martial de dire 2 mots sur nos entreprises respectives avant du coup de partager le programme. Du coup, peut-être 2 mots d'intro sur qui on est Actionnable. Donc, nous, ça fait 5 ans qu'on existe. On est aujourd'hui une cinquantaine de personnes réparties principalement entre Paris et Montréal. J'ai fait un petit clin d'œil. Vous aurez reconnu le beau clocher de Plavennec où j'ai grandi, ville où j'ai grandi. Et nous, notre raison d'être, c'est vraiment d'aider les entreprises à être plus performantes et plus durables grâce à l'intelligence artificielle et à la data. Et donc, on travaille beaucoup dans le domaine des services financiers, de l'industrie, des transports pour aider les entreprises, notamment sur ces sujets de changement climatique. Et du coup, nos engagements et ce qu'on fait en R&D nous a valu un certain nombre de prix, de certifications et également de financement, que ce soit du ministère de la Transition écologique, de l'ADEME ou encore de la BPI. Voilà en quelques mots pour Actionnable. Martial, je te laisse présenter Comfees. Oui, merci Gwendal. Donc, il y a 2 petits slides. Juste le premier, rapidement, c'est pour expliquer notre transition d'un modèle de société de service à un modèle de pur éditeur logiciel. Donc, comme c'est une startup qui est autofinancée depuis le début, on appartient plutôt à la catégorie, nous, ce qu'on appelle les camel startups, les chameaux, c'est-à-dire voilà, qui n'ont pas forcément toujours un full speed, mais qui essayent de bien s'orienter, de savoir où ils vont. Donc, depuis 2019, on a orienté donc une orientation purement logicielle en abandonnant notre activité de service. Et c'est aussi avec la volonté de rester dans le domaine du data pre-processing et du data enrichment, pour ceux qui connaissent un petit peu le machine learning et la data science, et un focus vraiment très particulier sur les données spatio-temporelles, c'est-à-dire les données qui contiennent à la fois une information sur le temps et une information sur l'espace. Voilà, ça c'était très rapidement d'où on vient. Et là, pour aussi faire très rapide, c'est quoi en gros notre logiciel Comfees, c'est un des rares environnements aujourd'hui qui permet d'avoir sur une seule interface, qu'on appelle low-code, c'est-à-dire on a vraiment une interface graphique et un accès facilité pour les data scientists, que Gartner appelle les citizen data scientists, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément hardcore, mais qui ont la capacité à trouver un ensemble de composants allant de la consolidation des données jusqu'à l'extraction de features, l'analyse géospatiale et l'analyse de time series combinées, et de pouvoir restituer tous leurs travaux sur un espace de visualisation. L'idée derrière ça, c'est qu'on constate qu'il y a un déficit de ressources en data science, donc ça veut dire que beaucoup de nos clients et nos partenaires vont devoir transformer des data analysts en data scientists, et ce type de plateforme s'inscrit dans la tendance de faciliter l'accès à des technologies, aussi de gagner du temps sur toute la partie de data pre-processing qui aujourd'hui compte pour à peu près 50% de tous les budgets de data science. Donc, et laisser plus de temps pour la réflexion et perdre moins de temps sur la partie enrichment et consolidation. Voilà, merci. Hop. Du coup, pour l'anecdote, avec Martial, on s'est rencontrés dans un salon à Montréal, et du coup, on s'est rendu compte qu'on partageait vraiment une vision commune de l'intérêt de la technologie pour le bien commun, et en l'occurrence, pour apporter un peu notre pierre à l'édifice pour lutter contre le changement climatique. Et du coup, pour préparer ce support, on a voulu peut-être repartager dans un premier temps de quoi on parle. Voilà, parce que c'est important de reposer un petit peu les faits, les impacts, de bien partir du problème avant de zoomer un petit peu sur l'apport de l'IA sur ces sujets du climat, et pour ancrer au maximum du coup notre propos dans le concret. On vous partagera à la fin du coup 2 retours d'expérience, donc Alliance pour ma part et ce que Martial a fait avec ses équipes avec la ville de Montréal pour lutter contre la pollution de l'air. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on se fera un plaisir pour y répondre à la fin. Du coup, si on commence justement par peut-être ces rappels pour certains, ou peut-être d'autres découvriront les chiffres un peu précis, mais aujourd'hui, il y a quand même un consensus mondial qui est établi sur le sujet du changement climatique. Et concrètement, ça se manifeste comment? C'est lié
à l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et ça a un impact très direct sur une variable qui est celle de la température. Et du coup, quand du coup, les climatologues, les météorologues modélisent l'évolution du coup, dans le temps et d'ici 2050-2100, on se rend compte que ça fait sacrément peur parce qu'on est sur des trajectoires au mieux à plus de degrés par rapport à là où on en était en 1950, et au pire, le pire étant le scénario où on continue comme aujourd'hui, donc le pire n'est pas non plus exclu, où on arrive sur des trajectoires autour de plus 5 degrés, quoi. Et donc on parle de scénarios RCP qui font aujourd'hui un peu foi, et sur quoi du coup vont se baser une partie du propos qu'on va tenir par la suite. Donc ça, c'est les données du GIEC. À noter qu'il y a des organismes, des associations comme la Fresque du Climat, je profite pour leur faire un petit coup de pub, qui font des ateliers de vulgarisation au sein des entreprises, des associations. Ils sont aussi présents dans les festivals, j'espère ceux qui vont pouvoir redémarrer, pour vulgariser auprès du grand public c'est quoi le changement climatique, c'est quoi les impacts, pour déjà avoir les clés pour comprendre et être en mesure du coup de mieux analyser les impacts en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, etc. Donc ça, c'est un peu pour l'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire plus 2 à plus 5 degrés? En fait, on a un exemple, hein, c'est ce qui s'est passé entre la période il y a 20 000 ans et maintenant, sur une période du coup beaucoup plus longue. On a pris à peu près la même amplitude, c'était plus 5 degrés. Et donc moi, cette carte, je la trouve assez frappante parce qu'on voit qu'il y avait encore une partie de l'Angleterre, de l'Allemagne, et puis bien sûr l'Islande, qui était en période glaciaire, et que les forêts étaient encore très verdoyantes, même dans le sud de la Méditerranée. Et on voit déjà qu'aujourd'hui, plus 5 degrés, ça a bien changé. Et donc, du coup, quand on commence à se projeter, il faut s'attendre dans un laps de temps beaucoup plus court à des impacts qui vont être de cet ordre de grandeur-là, et qui par ailleurs vont être très diffus sur la planète, comme du coup Martial va nous le présenter en termes d'impact un petit peu plus concret. Oui, lorsqu'on parle de changement climatique et de ses manifestations, tout à l'heure, la vidéo de John est frappante, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle vraiment un événement extrême, puisque 47 degrés, voire 49, je crois, à Vancouver, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, ces événements frappent les esprits et font la une des médias systématiquement, hein. C'était les feux de forêt en Californie, les feux de forêt en Australie. Et ceux-là, ils sont vraiment de très haute intensité, et en termes de probabilité, ce n'est peut-être pas ceux qui sont les plus faciles à modéliser. On sait qu'ils vont arriver, comme les cyclones de très forte intensité, donc il faut s'y préparer. Mais si on veut parler de modèles prédictifs à notre niveau, en tant que statisticien, ce n'est pas forcément ce qui est le plus simple. Mais lorsqu'on parle de changement climatique, on a le focus sur ces événements extrêmes, et puis on a tendance un petit peu à négliger des choses qui sont moins spectaculaires. Il y a eu des études qui ont été faites par Palukov notamment sur l'impact de plus 2,5 degrés en moyenne sur un été en Angleterre. Et les résultats, c'est 1 000 milliards de pertes sur 6 mois. Et quand on parle juste d'une variation de 2 degrés sur un été, ça ne paraît pas énorme. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les 49 degrés de Vancouver aujourd'hui, mais ça a induit extrêmement beaucoup de disruptions dans les supply chains, dans les approvisionnements, dans l'agriculture. Et ces changements-là, ce qu'on appelle les changements de régime, ils sont très importants à prendre en compte, parce qu'on déjà on peut les modéliser avec les scénarios climatiques. On expliquera un petit peu plus tout à l'heure comment ils sont déclinés au niveau local. On a des tendances. Gwendal a fait une introduction tout à l'heure, a montré quelques courbes. Et on voit qu'on a effectivement une très forte probabilité de hausse des températures moyennes. Ça, c'est acté aujourd'hui dans la plupart des modèles. On a des changements de régime au niveau des précipitations, avec probablement une réduction du nombre de jours de pluie, voire des phénomènes de sécheresse beaucoup plus accrus. Gwendal a un use case là-dessus, donc il sera beaucoup plus précis tout à l'heure.
Il y a aussi une hausse des intensités, donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est des pluies beaucoup plus fortes, beaucoup plus localisées. Au Canada, c'est un des problèmes majeurs dans les changements climatiques aujourd'hui et dans les risques environnementaux. Tous les organismes qui travaillent sur le sujet considèrent que les facteurs d'inondation sont les facteurs de risque les plus importants dans les grandes villes. Et puis, on a des choses un petit peu moins palpables, pas faciles à capter, ce qu'on appelle, nous, les éléments synergiques et des choses qui nous interpellent. Et vous avez un bon exemple sur ce qui s'est passé en France cette année sur la période de gel et donc qui a affecté les arboriculteurs, notamment dans la vallée du Rhône. Si vous prenez l'épisode de gel en tant que tel au mois d'avril, ce n'est pas anormal d'avoir un gel au mois d'avril. Tous les vieux de la vieille ont des dictons, des adages qui vous disent qu'en avril, ça peut geler. Mais le problème, c'est que le gel est intervenu après un épisode très doux, en fait, et là, qui lui était anormal, parce qu'il a fait bien plus chaud que la moyenne en février et mars. Et malheureusement, quand vous avez un gel après une période de redoux, ça implique d'énormes pertes. Voilà. Et c'est tout ce qui est désynchronisation aujourd'hui du climat. On avait fait une intervention il y a quelques temps pour les assureurs sur les assurances paramétriques. Ça induit des risques très, très forts d'un point de vue économique. Et l'idée, c'est d'arriver à les modéliser pour anticiper. Et qui dit anticiper permet de mettre en place éventuellement des stratégies d'adaptation, voilà, mitigation. Ça, c'est la transition sur le prochain slide, parce que les risques, ils sont perçus. Ils sont là et il faut s'y préparer. Et l'idée, c'est justement d'essayer d'anticiper pour savoir comment allouer nos investissements et nos actions de manière à atténuer ces facteurs de risque. Ouais, donc, en effet, on distingue vraiment deux grands risques pour les acteurs économiques et également les collectivités, donc de risques induits par le changement climatique. Il y a le risque physique, donc c'est vraiment concrètement la vulnérabilité des biens, des personnes, des infrastructures et donc les impacts très, très tangibles. Et donc là, on parle d'adaptation. Et d'ailleurs, le rapport très récent là, du Haut Commissariat pour le climat insiste sur le déficit de préparation des acteurs économiques, notamment en France, sur ce sujet de l'adaptation, là où l'atténuation, c'est quoi? C'est de décarboner l'économie, concrètement. C'est d'aller vers une économie bas carbone, donc en particulier sur les secteurs d'activité qui sont les plus émissifs, que ce soit les transports, l'énergie, une partie de l'alimentation, etc. Et donc ça fait longtemps qu'on en parle sur réduire les émissions de carbone, etc. Donc il y a des plans d'action, il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. On voit qu'on est en retard, nous, la France, par exemple, par rapport aux engagements qu'on a pris. Mais on est encore plus en retard sur l'adaptation et sur la capacité qu'on a à préparer concrètement une entreprise sur des ruptures de chaîne d'approvisionnement, à préparer un territoire sur des stress hydriques, à préparer des citoyens aussi à des périodes où typiquement, certaines récoltes peuvent être du coup sur un territoire comme l'Europe avec une forte sécheresse bien moindre et entraîner une flambée des prix et donc une volatilité des cours. Et donc, c'est un peu ces deux sujets-là qui seront un peu le fil rouge de notre présentation et avec un focus quand même sur l'adaptation. Et ce qu'on observe quand même, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'est pas déjà impacté ou qui ne sera pas impacté. Donc, on a repris de façon non exhaustive un peu les grands secteurs d'activité, mais c'est sûr que le secteur de la construction, il a un peu un double enjeu. Il a à la fois l'enjeu d'efficacité énergétique, mais aussi de se préparer à des vagues de chaleur beaucoup plus importantes. Qu'est-ce qui se passe quand le goudron fond à Brest? Donc, du coup, est-ce que je dois changer la façon dont je le fais? Les assurances, bien sûr, en particulier sur les assurances habitation. Donc vraiment sur les biens, concrètement avec une sinistralité qui est en hausse sur l'inondation, la sécheresse en France, les tempêtes qui seront plus fréquentes, plus intenses. Le secteur de la finance, parce que comme le disait du coup Martial, un bien ça se déprécie ou une entreprise ça se déprécie, et donc comment je prépare ça? La santé, parce que les impacts sont aussi énormes sur possiblement des mouvements de population, des épidémies qui vont être aussi accrues. Les services publics et les collectivités, bien sûr, comment j'adapte mon territoire,
l'agriculture et la pêche également. Les eaux vont du coup augmenter, enfin la température des eaux va augmenter, donc du coup possiblement les espèces vont évoluer et évoluent, en plus de leur évolution naturelle, etc., etc. Et donc du coup, on voit que ça va vraiment façonner les prochaines années, les prochaines décennies. Et donc, du coup, la question, c'est un peu comment on s'y prépare et notamment comment l'IA peut aider. Alors, ce qu'on voulait préciser avec Martial, c'est que dans ces stratégies d'adaptation ou d'atténuation, l'IA est un outil. Il reste un moyen pour une finalité et ça s'inscrit souvent dans un ensemble un petit peu plus important avec d'autres sciences qui sont mobilisées, sciences du climat, modèles de vulnérabilité, etc. Mais c'est néanmoins aujourd'hui une science qui fait ses preuves comme étant un moyen d'augmenter ces stratégies du coup d'anticipation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour bien comprendre le futur climatique, entre guillemets, c'est souvent nécessaire de bien comprendre le passé. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le changement climatique est un des phénomènes parmi d'autres qui est responsable de la vulnérabilité d'un bâtiment, d'une inondation, etc. Il y a d'autres phénomènes comme typiquement l'urbanisme, le fait qu'on ait construit à des endroits où peut-être qu'il ne fallait pas construire, etc., qui vont être pris en compte. Donc, du coup, pour concrètement être capable d'attribuer un événement, un sinistre, etc., au changement climatique, il faut faire attention à ne pas tomber dans les raccourcis, parce que du coup, quand on va vouloir projeter dans le futur, sinon on va faire des erreurs. Et l'analyse, l'approche prospective. Alors, la difficulté, c'est que contrairement au passé, le futur est par définition inconnu. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de zones de flou. Et donc, on passe beaucoup de temps à jouer avec ces marges d'incertitude. Et on va être vraiment dans une logique de dézoomer et de regarder beaucoup plus à une maille de 10 ans, voire même de 20 ans ou de 30 ans, pour être en mesure typiquement d'évaluer une crue décennale qui, en plus d'un phénomène qui augmente, on va avoir des pics parfois. Et les pics, ils sont généralement à l'échelle d'une décennie ou même d'un centenaire. On parle de crue centenale. Et donc, c'est important du coup de garder en tête que l'échelle de temps, elle est particulièrement importante en fonction de, si on regarde dans le passé, on peut être très précis parce que c'est connu. Si on regarde dans le futur, c'est vraiment important de dézoomer pour éviter du coup d'être trop dans cette marge d'erreur. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ce qui est sûr, c'est que les sujets des sciences du climat et l'IA appliquée, l'IA comme outil pour augmenter les sciences du climat, c'est très intensif en données. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont open source. Là, on a mis par exemple celle de l'Europe avec un très gros projet, une plateforme one-stop shop qui s'appelle Copernicus, dans lequel vous trouvez énormément de données, à la fois historiques, futures, des données météo, des données de radar, des données satellites, etc. Donc, c'est vraiment génial ce qui est mis à disposition. Il y en a au niveau aussi, bien sûr, de Météo France, d'un certain nombre d'opérateurs, Ifremer, etc. Donc, globalement, c'est plutôt open source et plutôt gratuit. Ça ne veut pas dire que le fait de réussir son cas d'usage et d'avoir un ROI, ce soit gratuit et que ça ne nécessite pas un peu de temps, heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, c'est comme ça, pour prendre cette donnée et puis en faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment le cœur de métier de Martial. Et du coup, je te laisse peut-être présenter ces sujets-là. Oui, merci Gwendal pour la transition. On avait aussi dans la préparation souhaité démystifier un petit peu le terme IA, donc intelligence artificielle, qui englobe beaucoup de choses, pas toujours très précises. Donc l'idée, c'était, là, c'est pas de vous abreuver de termes techniques, mais c'est d'essayer d'illustrer que déjà l'intelligence artificielle, c'est pas simplement le machine learning. On en parle beaucoup parce que dernièrement, il y a eu des progrès spectaculaires et que, notamment au Canada, c'est une branche de recherche très, très dynamique.
Alors, tout ce qui est fait au niveau deep learning, notamment sur la reconnaissance d'images, je présente un petit use case. Après, c'est très fort, ça fonctionne très, très bien. Maintenant, quand vous abordez un projet IA, c'est important de remettre un peu des termes techniques, de comprendre qu'il y a quand même énormément de statistiques derrière. Donc, ce sont des maths, qu'il n'y a pas que de l'apprentissage automatique. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'analyse de time series et notamment les modèles probabilistes aussi, parce que notamment dans le climat, parce qu'il y a de l'incertitude, c'est intéressant de modéliser l'incertitude et les modèles probabilistes pour ça sont très, très intéressants. Un sujet aujourd'hui aussi qui est très présent et qui va être de plus en plus présent en Europe, parce que l'Europe est à la pointe, c'est le problème de l'explicabilité. Alors aujourd'hui, on a des modèles qui fonctionnent très bien, qui donnent des résultats voilà, assez précis, qui sont relativement stables, mais sur lesquels on fournit un peu ce qu'on appelle une boîte noire, donc une black box, et dans lesquels, à un moment, l'utilisateur et celui qui va prendre la responsabilité de mettre ce modèle en production est un petit peu embêté par le fait qu'il n'est pas capable de fournir une explication claire de comment le modèle a généré la réponse en gros à la question qui lui a été posée. Si c'était par exemple une prédiction d'événements, vous pouvez imaginer par exemple sur un problème de pollution de l'air, c'est le sujet que je présenterai tout à l'heure. À un moment, vous avez un modèle qui vous dit ça sera très pollué dans 2 jours, donc je limite toute la circulation. Limiter toute la circulation dans une ville, c'est un impact énorme auprès des citoyens, c'est un impact sur l'activité économique. Le décideur politique qui doit prendre cette décision, à un moment, va devoir peut-être rendre des comptes. Et on dit, mais qui est-ce qui a dit qu'il y aurait de la pollution en 48 heures? Si c'est un algorithme et qu'il n'est pas capable d'expliquer cet algorithme, c'est un souci. Dans le domaine de la finance, on retrouve ça aussi sur les crédits et autres. Donc, l'explicabilité est au cœur du sujet. L'Europe est en train d'essayer de légiférer dans ce domaine-là et d'être à la pointe. Et je sais que chez Actionable, c'est un point extrêmement important aussi, justement, sur l'aspect sustainability qui est le leur, sur l'IA responsable et éthique. Et là, on rentre dans des débats voilà, qui aujourd'hui sont sur les approches. Est-ce qu'on fait que de l'approche statistique du type donc, connectiviste, ou est-ce qu'on ramène aussi de la compréhension de notre monde avec des approches symboliques voilà, qui était plutôt la base de l'intelligence artificielle il y a 30-40 ans de ça déjà. Il ne faut pas oublier aussi que l'IA, ce n'est pas juste depuis 5 ans. Il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on voit arriver des nouveaux modèles, des nouveaux axes de recherche. On va probablement réconcilier ces 2 approches. Donc même ceux qui sont purs apprentissage automatique au Canada, aux États-Unis, sont en train voilà, de commencer à injecter, nous on le fait à notre niveau, des réseaux de connaissances, dans des knowledge graphs. Vous verrez arriver des réseaux de neurones, voilà, des graphes neural network, ça commence à tourner, il y a des pluies intéressantes là-dessus. En Europe, en France, il y a une école symbolique assez forte, on voit arriver des choses et des tendances extrêmement intéressantes sur tout ce qui est approche neurosymbolique ou hybride AI, vous entendrez peut-être parler de ça. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, et là, quand on est physicien comme je suis de formation, il y a des maths, j'apprends sur la donnée, très bien, mais en même temps, j'ai peut-être une connaissance existante de certains phénomènes physiques. Tout à l'heure, Gwendal parlait des phénomènes d'inondation, de stress hydrique, qui font que, parce que j'ai cette connaissance, je peux la modéliser et l'injecter dans un algorithme qui fait que mon algorithme va peut-être déjà converger et apprendre plus vite, donc il aura besoin de moins de données. Ça, c'est un point important aussi en termes d'empreinte carbone et puis de responsabilité de ceux qui entraînent des modèles d'IA. Parce que du coup, j'aurai moins de temps et moins de données à consommer, donc moins de ressources en énergie. Et surtout, parce que j'ai injecté la connaissance en amont, je vais pouvoir tracer un peu mieux comment mon modèle se comporte. Et un des grands objectifs et ambitions de l'IA, parce qu'aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle de l'intelligence assez étroite, c'est qu'on a encore un petit peu du mal à généraliser. Et c'est la généralisation, c'est probablement l'injection de connaissances, aussi de représentation de notre monde qui permettra d'atteindre cet objectif. Donc, l'intérêt de travailler après avec des sociétés spécialisées comme Actionable ou d'autres, c'est de se dire, je ne vais pas faire du deep learning parce que je veux faire du deep learning. Ou parfois, on reçoit des appels, est-ce que vous faites du deep learning? On leur dit, oui, on fait du deep learning, mais vous faites du deep learning, pourquoi? Quelle est la question posée? Quels sont les datas auxquels vous avez accès, quel est votre budget, et de là, la solution, c'est peut-être pas un énorme réseau de neurones, ça peut être des modèles beaucoup plus simples qui peuvent être déployés, et on peut monter en puissance avec des projets sur lesquels on peut démarrer petit et complexifier dans le futur. Merci, Gwendal. Et là, un exemple pour reprendre un petit peu notre thématique sur
sur le stress hydrique, parce que c'est quelque chose qui va concerner la Bretagne aussi. Aujourd'hui, il y a des modèles et des prédictions qui montrent qu'à 2040, on aura un gros problème d'eau en Bretagne. Là, on voit un petit peu une décomposition logique de comment, à partir d'images satellites et de données infrarouges, on est capable d'anticiper au niveau d'une parcelle le stress hydrique. Et donc, après, avec ce qu'on appelle dans notre jargon la diffusion engineering, donc là, c'est l'extraction de paramètres de haut niveau pour nos modèles, être capable de répondre à des questions, de savoir est-ce que je dois arroser, où est-ce que je dois arroser, comment je peux éventuellement aller sur de la micro-irrigation. Donc là, on revient sur des stratégies d'adaptation, puisque ça veut dire que même si ça se réchauffe, peut-être que je peux, avec le même niveau de consommation d'eau, continuer à cultiver en étant beaucoup plus efficace et performant dans l'utilisation d'une ressource rare qui est l'eau. Et là, on a un cas très concret de comment l'intelligence artificielle vient à la fois de manière vertueuse aider les gens à s'adapter, voilà, et aussi aider les gens à moins consommer. Donc, on est à la fois sur la partie adaptation et sur l'aspect mitigation, puisque si je consomme moins de ressources, je prends moins d'énergie pour arroser, par exemple, quelque part, j'ai réduit mon empreinte carbone. Là, bien sûr, ce slide-là, on ne va pas le passer en revue dans le détail, mais c'est une approche qui est assez commune entre ce qu'on fait chez Comfys et aussi chez Actionable. Donc, en fait, c'était surtout la partie haute sur laquelle je voulais passer 2 minutes, parce qu'il y a un point important, et Gwendal l'a déjà abordé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on étudie le passé pour après construire des scénarios prédictifs. Et pourquoi on est obligé d'aller dans le passé, c'est que sur les données historiques, parce qu'effectivement, on fait beaucoup d'apprentissage machine quand on est dans notre domaine aujourd'hui, quand on exploite ces nouvelles technologies, on apprend à partir de données qui vont nous donner, d'un point de vue statistique, le moyen de détecter des comportements ou des corrélations, ou voire des causalités, parfois, en fonction des modèles. Je parlais des modèles probabilistes tout à l'heure, ou des réseaux bayésiens. On n'est pas que sur la corrélation, on est capable de faire aussi de l'analyse causale. Ces données-là, ces données historiques, elles vont servir derrière à faire ce qu'on appelle du downscaling. Alors, c'est un gros mot, downscaling, d'un point de vue anglicisme et français. Je ne sais pas le traduire, mais ça serait mise à l'échelle, je pense, ou descente d'échelle. Voilà. Descente d'échelle. Parce que tous les grands scénarios climatiques, voilà, Gwendal a parlé des RCP, des scénarios tout à l'heure, puis des trajectoires que vous avez vues, là, qui ont été présentés de croissance notamment des températures. Donc, ces grands modèles qui sont les GCM, donc les modèles de circulation générale, donc ce sont des modèles climatiques qui sont développés par les grands instituts de physique. Donc, vous avez l'Institut Simon Laplace en France, vous en avez au Canada, à Tokyo, aux États-Unis. Ils sont effectivement open source, Gwendal l'a cité tout à l'heure. Eux, leur échelle, par contre, de granularité, c'est environ 250 à 600 km en fonction de là où vous vous placez sur la planète. Donc, quand vous voulez essayer d'anticiper, travailler sur des scénarios d'occurrence d'événements ou de changement de pattern, 250 ou 600 km, ce n'est pas possible si vous voulez travailler sur la ville de Montréal ou la ville de Brest ou même le Finistère. Donc, vous avez besoin de passer par une étape intermédiaire qui est donc la descente d'échelle. Et la descente d'échelle, c'est déjà de la data science, puisqu'en fait, on apprend du passé et on prend les modèles de circulation générale et de là, on est capable de reprojeter dans le futur de manière granulaire et interpolée à une échelle, par exemple, de 10 ou 50 km, qui du coup devient plus pertinente d'un point de vue analyse statistique et analyse de risque, pour construire des scénarios derrière. Alors ça, là, on est au cœur du sujet. Ce n'est pas forcément facile à expliquer en 2 minutes, mais il faut savoir que dès que vous allez entrer en action sur l'anticipation et la modélisation de risque dans un domaine quel qu'il soit, on parlait tout à l'heure des phénomènes de sécheresse ou d'inondation ou de hausse des températures, vous avez besoin, à un moment ou à un autre, d'une équipe spécialisée d'algorithmes, logiciels dans notre cas, qui vont prendre des données brutes, donc issues des modèles climatiques globaux, pour vous aider sur les dimensions qui vous intéressent. Ça peut être le vent, les précipitations, la température, puisqu'en fait, ils analysent énormément de dimensions atmosphériques et climatiques, à projeter dans le futur et au niveau local les données dont vous aurez besoin. Et à partir de là, vous pourrez rentrer après dans l'analyse beaucoup plus fine, activité par activité, infrastructure par infrastructure, au type d'actifs, dans la recherche de réponses à vos questions. Donc ça, c'est transversal. Et après, chaque use case va nécessiter un choix d'algorithme en fonction du type de data
que vous allez corréler en parallèle et qui là seront des datas spécifiques à l'activité ou à l'asset que vous voulez étudier au niveau local. Peut-être Gwendal, tu veux commenter là-dessus? Parce que je sais que c'est une approche que vous pratiquez aussi. Voilà, oui, c'est en effet vraiment l'approche qu'on pratique. Peut-être pour compléter, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin pour tout type d'aléa d'une granularité spatio-temporelle fine. Exemple, la sécheresse, par exemple, c'est un phénomène qui est plutôt lent et plutôt diffus. Et à l'autre bout du spectre, les crues rapides, là, par contre, on a vraiment besoin de projeter un risque d'un point de vue à la fois temporel très fin et aussi d'un point de vue spatial, parce qu'à ne serait-ce qu'à 10 ou 50 mètres, l'inondation va se produire ou pas, la rivière va sortir ou pas de son lit. Et donc, du coup, c'est important de bien repartir du problème et de se dire, en fonction de mon problème, est-ce que j'ai besoin d'avoir une maille 25, est-ce que 25 km ou 100 km, ça suffit? Et donc, du coup, j'ai un petit peu moins d'ingénierie data à faire. Ou est-ce que, non, pour le faire, il faut que je sois vraiment à une maille très fine avec, du coup, une haute densité. Donc, ça dépend en effet du cas d'usage, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pour pouvoir être dans des actions concrètes, il faut quand même être très, très précis. Pour rendre ça du coup encore plus concret, du coup deux cas d'usage. Donc je vais démarrer avec celui d'Allianz. Donc Allianz, je pense que tout le monde connaît. Hein, c'est alors contrairement à ce qu'on pense, c'est Allianz qui est le plus gros assureur en Europe. Donc il est un peu devant AXA. Et donc, nous, c'est un de nos gros clients. Et en fait, on travaille avec eux depuis un petit moment maintenant dans le cadre d'un projet qui s'appelle Switch chez nous, pour lequel on a obtenu à la fois une labellisation de l'ADEME, du ministère de la Transition écologique et un beau financement à la clé. Et en fait, ça vise à mieux anticiper les impacts du changement climatique et en particulier liés à l'eau. Le W de Switch, c'est pour Water. Et donc, concrètement, le cas d'Allianz, il est assez simple. C'est que sur les dernières années, en particulier sur les 5 dernières années, il voit une augmentation très, très forte de sa sinistralité sur le portefeuille habitation, qu'on appelle MRH, multirisque habitation. Et non seulement les coûts augmentent, et en plus, les coûts sont de plus en plus difficiles à prédire. Parce que les assureurs, même si le sinistre coûte cher, mais qu'il a été bien prévu, bon, c'est pas trop grave. Par contre, s'il n'a pas été prévu, là, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, du coup, l'objectif et le problème qui nous a été soumis, c'est comment je peux mieux maîtriser ce risque pour être capable de mieux provisionner ce que je vais devoir reverser aux personnes qui sont sinistrées. Comment je peux aussi adapter, le cas échéant, mes garanties, mes tarifications, et aussi et surtout comment je peux être dans la prévention. Comment je peux être dans l'anticipation, parce que si j'arrive sur certains risques à les anticiper plus en amont, que ce soit sécheresse, inondation, tempête, etc., je vais être capable du coup de communiquer auprès de mes bénéficiaires et de leur dire non, moi je veux que tu mettes un bâtard d'eau, c'est obligatoire, sinon je ne t'assure pas. Sur la sécheresse, là j'ai anticipé que, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais que votre maison elle est soumise au phénomène qu'on appelle RGA, retrait gonflement d'argile. Donc du coup, si je le sais en avance, si je le sais aussi à une maille assez fine, je peux territorialiser mes actions de prévention. Et par ailleurs, j'abaisse aussi mon risque juridique, parce que les assureurs, petits ou grands, sont soumis, alors pour l'instant de façon non obligatoire, mais plus ça va aller, plus ça va être le cas, à des stress tests climatiques où le régulateur, en l'occurrence la CPR, qui dépend de la Banque de France, leur demande comment se comporte votre portefeuille en 2050 avec tel ou tel scénario qu'on a présenté avant. Et donc, du coup, ça, c'est pour le contexte un petit peu général. Si on rentre un petit peu plus dans les données qu'on a utilisées, en fait, nous, on est parti vraiment d'un principe, c'est stratégie des petits pas. C'est vraiment ce qui nous anime pour essayer d'avoir assez vite des victoires rapides. Et donc, du coup, on a du coup pris le parti de démarrer par un premier cas d'usage autour d'une compréhension des données plutôt rétrospectives pour être en mesure de prédire le futur proche. Donc le futur proche étant typiquement sur la sécheresse qu'on est en train de vivre, quelle va être la sinistralité sur les 12-24 prochains mois.
Parce qu'il faut savoir que typiquement, un phénomène de sécheresse, ça va s'étendre sur une période très, très longue et que par ailleurs, c'est soumis à la validation de la commission interministérielle qui doit déclarer du coup, la commune en catastrophe naturelle. Et donc, c'est un élément de complexité aussi dans la prédiction. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans une approche empirique par apprentissage, qui était le parti pris scientifique qu'on avait, on a essayé de reproduire en fait la décision des préfets. Et donc, du coup, on a pris d'un côté, on a aspiré tous les arrêtés catastrophes naturelles depuis 2003, on les a analysés, et on a mis en face, du coup, toutes les données du coup environnementales, en l'occurrence météo, mais pas que, géologique, c'est pour ça que vous voyez le BRGM, pour typiquement qui fournit des indices d'humidité du sol à 1 mètre de profondeur, à 2 mètres, etc. Et du coup, ça nous a permis d'identifier quelles étaient les variables qui étaient prises en compte pour à la fois déclarer une commune catastrophe naturelle et à la suite de ce modèle, on a fait une cascade de modèles, être capable de simuler, mais de façon empirique, un modèle de vulnérabilité sur un bâti et de se dire, voilà, par rapport aux caractéristiques du bâtiment, c'est pour ça que vous voyez les données d'alliance, donc est-ce que c'est une maison, le nombre d'étages, l'année de construction, etc. Quelles sont les variables qui sont prédictives pour du coup être capable, une fois qu'on a entraîné l'algorithme, quand on lui présente un portefeuille, quand on lui présente les données de météo récentes, qu'il puisse nous prédire le futur proche. Donc ça, c'est la première approche qu'on a eue qui nous a permis de faire ce qu'on appelle de la feature importance. Donc c'est vraiment sans rentrer trop dans les détails, mais d'identifier les variables qui sont prédictives, de aussi bien comprendre le lien entre les données et la décision de prise d'arrêté CatNat et la vulnérabilité du bâti. Et une fois qu'on a fait ça, on a eu des résultats assez spectaculaires parce qu'on a obtenu du coup plus de 80% de précision. Donc, il y avait un réel intérêt à utiliser cet outil pour Alliance. On a fait la deuxième partie où on s'est intéressé du coup au futur plus lointain. C'est pour ça que dans les données météo, vous voyez à la fois RA5 qui sont du coup des données historiques, mais aussi des données climat, en l'occurrence des données CMIT5. Et on a utilisé pour la descente d'échelle, on a utilisé Cordex pour du coup, au lieu de lui présenter le passé, pour faire simple, à ce modèle, on lui présente le futur. Je schématise, mais en gros c'est ça. Et de se dire, du coup, comment va se comporter mon portefeuille de maison et à quel point, à commencer par la sécheresse et demain l'inondation, ce portefeuille, dans 10, 20, 30 ans, donc on va même jusqu'à 2100, il va être exposé. Et donc, voilà, si on schématise, mais de façon vraiment très, très simpliste, mais en entrée, on lui donne une commune et une année d'intérêt. On lui a donné en apprentissage toutes les données que j'ai présentées en avant. Et en sortie, il nous donne la probabilité, du coup, que à la fois la commune soit sinistrée CatNat et par ailleurs, on a un modèle qu'on appelle de damage ratio qui permet de calculer, du coup, le pourcentage de dommages de la maison. Est-ce qu'il est 100%, c'est-à-dire que la maison est complètement ruinée et ce sera un remboursement à neuf ou un remboursement à la valeur, ou est-ce que ce sera partiel, on va pouvoir réparer, etc. Donc voilà en quelques mots ce qu'on a réalisé pour Alliance, et puis on le réalise aussi pour d'autres acteurs avec des approches assez similaires dans le domaine de la gestion de l'eau, dans le domaine de la construction, etc. Avec toujours cette volonté d'être stratégie des petits pas, première petite victoire, avant de s'attaquer à des choses un petit peu plus complexes, comme typiquement le futur lointain, qui demande un petit peu plus de temps, mais qui est néanmoins indispensable pour préparer du coup les acteurs économiques dans leur stratégie d'atténuation. Martial, je te laisse partager du coup ce que tu as fait pour la ville de Montréal. Oui, merci Gwendal. Donc là, moi, j'ai choisi de vous présenter un sujet qui rejoint un peu l'introduction de John tout à l'heure. C'est un sujet qui affecte le domaine de la santé publique, donc la pollution de l'air. Je pense que vous le savez tous, mais c'est à peu près 8 millions de morts par an. L'OMS communique beaucoup là-dessus. C'est un phénomène aujourd'hui
la pollution de l'air qui, en plus, affecte les populations les plus fragiles. Donc, on le voyait sur la vidéo tout à l'heure, la distribution d'eau auprès des sans-abri, des populations vulnérables. Les personnes âgées, lorsqu'il fait chaud, sont à risque. Et dans la pollution de l'air, ce sont les enfants, toujours les personnes âgées, pardon, et puis aussi ce qu'on appelle les communautés défavorisées parce qu'elles habitent dans des endroits où malheureusement elles sont exposées plus que d'autres à une pollution permanente de l'air, voire une pollution extérieure et intérieure. Donc dans ce use case, on s'est intéressé uniquement à la pollution extérieure, ça c'est un premier cas. L'idée ici, ce n'était pas de travailler sur une approche aussi précise que celle qu'a exposée Gwendal, de vraiment quantifier des risques, voire de les estimer de manière précise zone par zone. C'était vraiment dans une réflexion d'un scénario stratégique. Donc, on se projette à 2050 en tant que ville et en tant qu'aménageur urbain et opérateur aussi d'un système de santé et confronté au Canada, sur les grandes villes, à une croissance démographique aussi assez forte. Et l'idée, c'était, on entend parler des changements climatiques, on sait qu'a priori, la température, ça ne fait pas très bon ménage avec la pollution de l'air, que la pression atmosphérique, voilà, quand on a des hautes pressions, on sait qu'on se retrouve avec des épisodes de fog ou de smog, notamment à Montréal, mais c'est le cas à Paris. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qui se passe? Et est-ce qu'il y aura plus de risques ou pas dans le futur d'épisodes et des pics de pollution extrêmes? Donc, même logique, à un moment, il faut partir voilà, sur des choses relativement simples. On ne peut pas tout modéliser d'un coup. Il faut faire des choix. Donc, il est clair que la pollution n'est pas dépendante uniquement des conditions météorologiques. Vous avez tout le problème du trafic urbain, vous avez le problème de l'urbanisme, vous avez le problème des îlots de chaleur, vous avez le problème des usines ou des émissions polluantes induites par les activités de l'homme. Donc là, volontairement, on fait abstraction de ce type de problématiques et en prenant uniquement des paramètres environnementaux liés aux conditions météorologiques, c'est est-ce qu'on arrive à anticiper ou pas une fréquence, une occurrence et une intensité d'événements de pics de pollution dans le futur. Donc les principaux polluants étant ici voilà, l'ozone notamment, tout ce qui est NOx et CO. La méthodologie, là vous retrouvez un fil conducteur conjoint entre nos deux entités, c'est qu'à un moment vous devez apprendre du passé, c'est un principe clé dans ce domaine-là. Donc l'idée aussi, ce n'est pas de challenger ou de reproduire les modèles atmosphériques d'anticipation de la pollution, ce n'est pas de détecter, de savoir si ça sera pollué à Paris ou à Brest dans 24 heures, on est bien d'accord, on se situe vraiment sur l'analyse prospective et du scénario. Mais pour ça, il nous faut un certain nombre de données, donc toujours nos fameuses données météorologiques. Et là, on a récupéré auprès d'Environnement Canada des séries temporelles donc de capteurs, des différentes stations qui captent différents types de polluants et qui sont répartis sur la ville de Montréal. Il y a tout un réseau pan-canadien là-dessus qui partage ces données. Donc là, on revient aussi au phénomène open data qu'a un petit peu cité tout à l'heure Gwendal, c'est que dans ces effectivement problématiques environnementales, il y a beaucoup de partage de données. Donc pour nous, équipe de data scientists et startups, c'est vraiment intéressant parce qu'on a une matière assez riche sur laquelle on peut travailler. Et puis, quelque chose qui est un petit peu moins connu et moins exploité encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en jargon anglo-saxon le fameux LULC. Alors, Land Use, Land Cover, c'est en gros arriver à anticiper, d'un point de vue, là, on rentre dans l'analyse géospatiale pure, des thématiques de densité, donc par exemple de densité de construction, de densité de route, d'espace vert ou pas d'espace vert sur la zone. Et ça peut se faire soit à partir de données satellites, j'ai mentionné use case tout à l'heure, mais ça peut se faire aussi à partir d'open data, notamment OpenStreetMap, qui permet, avec un traitement et là du pré-processing et du data enrichment, qui est vraiment notre cœur de spécialisation au niveau de Comfys, de sortir des fonctions d'analyse de densité zone par zone de manière très précise et qui deviennent du coup des features, donc en fait des prédicteurs potentiellement intéressants pour modéliser des risques ou monter des scénarios prédictifs. Donc ça, c'est vraiment la partie feature extraction, feature selection, qui est faite en amont sur toutes les données historiques des événements de pollution, toutes les données donc météorologiques et donc ces fameuses données LULC. Et de là, on arrive à entraîner des modèles
qui sont des modèles qui fonctionnent sur les données historiques actuelles et les conditions climatiques actuelles, et on les projette dans le temps. Alors, dans la slide d'après, je reviendrai sur les limites de ce genre d'approche. Ça veut dire qu'on considère que ce qui se passe en 2020 reste valide en 2040, en 2050, ce qui est bien sûr une grosse simplification d'un point de vue modélisation physique, mais on est obligé de le faire puisqu'on ne sait pas exactement quelles seront les conditions en 2040. Et ces projections, elles sont faites toujours pareil à partir des données climatiques, donc des modèles de circulation générale qui sont remises à l'échelle, sur lesquels on choisit le type de scénario sur lesquels on se projette. Et en prenant nos modèles d'analyse d'événements et d'occurrence des événements de pollution en 2020 ou sur une période 2000-2020, en l'occurrence, c'est notre période d'étude, on va reprojeter et anticiper ce qui va se passer en 2050 en fonction du scénario climatique qui a été choisi. Donc, les petites illustrations en dessous, c'est les problèmes de mise à l'échelle des downscaling, c'est l'analyse de time series. Après, c'est l'analyse de corrélation et justement d'importance des variables. J'ai vu dans le chat là en ligne qu'il y avait une question dans ce domaine-là, donc je réponds un petit peu là en live. C'est oui, effectivement, on fait ce type d'analyse pour regarder l'importance des variables. On fait du lim, du shape pour regarder effectivement quelle est l'importance, quel est le degré de corrélation entre les variables. Voilà, est-ce qu'on peut réduire le nombre de variables pour ne pas être sur de l'overfitting, mais être sur des choses qui sont relativement stables. Bon, là, on rentre vraiment dans la technique, un petit peu de tuning et de design d'algorithme. Vu la question posée, je pense que la personne qui l'a posée est un expert, donc j'essaie de lui répondre de manière assez précise. Cette partie feature extraction et feature selection, elle est vraiment au cœur de notre métier. Et lorsqu'on parle d'analyse spatio-temporelle et d'analyse de time series, c'est un élément fondamental parce que effectivement, à partir de ces features, on arrive à détecter et à anticiper un certain nombre d'événements. Et pour répondre à la même question, je crois à la même personne, c'est est-ce qu'on peut voir des choses qu'on n'aurait pas détectées à partir de modèles physiques? Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on ne détecte pas ce que les physiciens, les climatologues ou les spécialistes de l'environnement étudient depuis de nombreuses années avec des thèses et une expertise. Mais par contre, on arrive à obtenir des confirmations. Voilà, donc sur par exemple, des problèmes de densité urbaine et de pollution liés au trafic. Quand on prend effectivement des features de type LULC qui analysent la densité, la taille des routes et le trafic urbain sur une zone, oui, on se rend compte effectivement qu'on a des poches là, de pollution qui existent et on l'apprend de manière automatique. Hein, c'est l'intérêt du machine learning, c'est-à-dire que cette feature ressort à un moment comme une variable explicative réellement pertinente et intéressante, et donc on l'injecte dans nos modèles. Donc, quand cette projection est faite, ici, on ne cherche pas spécifiquement, oui, tu peux passer, Gwenda, je te remercie à la slide d'après, à obtenir un taux de précision ou voilà, des métriques spécifiques au machine learning au niveau prédictif. On cherche à aider les décideurs, finalement, parce que c'est la question qui nous est posée, à comprendre ce qui peut se passer, ce qui risque de se passer de manière quand même assez certaine ici aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'événements de pics de pollution, que ça va introduire un stress sur le système de santé, qu'il va falloir mettre en place des mesures de prévention, accompagner tout ça, éventuellement repenser l'urbanisme à terme, parce qu'effectivement, il faudra rajouter des espaces verts, réduire le trafic, etc., éloigner un certain nombre d'activités polluantes des zones à risque, notamment pour les populations vulnérables. Et nous, dans notre plateforme, à un moment, le résultat il se matérialise de plus en plus. Ça, c'est une décision qu'on a prise en 2021 par de la visualisation. L'idée étant ici d'aider vraiment le décideur à s'approprier le modèle. Parce que voilà, parler à un décideur de feature engineering, de feature importance, etc., et de downscaling, c'est mission impossible pour une équipe data scientist. Donc, à un moment, il faut passer sur cette étape de vulgarisation et qu'ils puissent s'approprier les résultats du modèle. Donc, ce modèle, et on est encore en train de travailler dessus. Là, on est sur les premiers résultats. C'est un projet qu'on a lancé en avril. Oui, on voit des choses pertinentes. Oui, il y a des risques qui sont là. Donc, il va falloir les prendre en compte. Les outils statistiques, je le répète, ne remplacent pas des modèles physiques. On n'a pas du tout cette prétention. Par contre, aujourd'hui, on a des librairies. Là, j'ai cité un peu l'AutoML, le Feature Selection, qui font que quand vous avez fait tout ce travail en amont, donc de data pre-processing, data enrichment, d'extraction de features, vous avez des librairies qui vous permettent, là, après, à un coût relativement faible,
que ça soit faible en termes de ressources humaines et même de CPU et d'entraînement. Ce sont des modèles beaucoup plus légers que les modèles physiques, hein, c'est-à-dire faire tourner un modèle climatique, un modèle physique aujourd'hui, et vous avez intérêt à avoir une quincaillerie en informatique qu'on n'a pas du tout, nous, au niveau de Comfys, hein, loin de là. Et là, on est sur des choses qui permettent de voir et de tester beaucoup plus d'hypothèses. Donc ça, c'est, je m'appelle vraiment le bon côté du machine learning et d'une approche purement statistique. Voilà, donc c'est mes plus vert. Après, bien entendu, en orange, dans ce type de modèle, il y a plein de raccourcis. Il faut en être conscient. Tout à l'heure, Wendell a parlé du fait qu'on utilisait par exemple des données RA5, on en utilise, ou les données de NOA. Il faut savoir que ce sont déjà des données réanalysées qui sont projetées sur une grille qui est une grille à 1 degré, donc régulière, que des data, on n'a pas complètement toujours réellement une idée fine de ce qui se passe au niveau local. Donc, ça veut dire qu'il faudrait peut-être plutôt travailler sur des données des stations météo de la ville de Montréal pour être plus précis, par exemple, parce que là, on aurait des effets. Si on prend la ville de Toronto où j'habite, il y a des effets de bord qu'on appelle les effets de lac, par exemple, sur les tempêtes, les précipitations, etc. Des données NOAA ou Copernicus ne peuvent pas reproduire ça, parce qu'elles sont trop génériques. Donc, on est conscient qu'il y a effectivement pas mal de choses qui peuvent être challengées par les spécialistes du climat ou de l'environnement. Mais encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être plus futé ou plus malin que des spécialistes dans ces domaines-là, les spécialistes de la physique. C'est d'apporter un autre regard et d'autres outils avec une vélocité qu'on n'aurait pas sur des méthodes traditionnelles. Voilà. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la grande révolution aujourd'hui de l'IA au sens large et de l'apprentissage automatique, c'est qu'on peut se permettre de tester, de découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues si on était resté à travailler avec des modèles classiques. Voilà, auxquels moi j'ai été formé il y a 20 ou 30 ans. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus laborieux. Et après, le bémol qu'on peut avoir par rapport à ça, mes points rouges, c'est qu'effectivement, ce qui se passe en 2020 sur un modèle qui a appris sur des données historiques sur 20 ans sur la ville de Montréal, lorsqu'on le reprojette à 2050, l'hypothèse qui est faite, et c'est l'hypothèse de base qui est faite aussi dans les modèles de downscaling, donc on fait la descente à l'échelle entre un scénario général et des données historiques, et quand on projette à l'échelle locale, en fait, on s'appuie sur les patterns qu'on a vus sur les données historiques. Oui, il y a effectivement aujourd'hui une partie de la littérature qui critique ça, parce qu'effectivement, ils disent, vous faites l'hypothèse que ce qui était vrai sur les corrélations et les relations statistiques entre le climat et les données locales en 2010-2020 vont rester valides en 2040, en 2050. Effectivement, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas forcément rigoureux, mais encore une fois, dans une analyse de scénario, on est obligé de se doter d'outils qui permettent de comprendre où on va et d'essayer de donner une lecture finalement à quelque chose qui est quand même très complexe, à des décideurs qui sont de plus en plus, effectivement, tout à l'heure on parlait de la CPR, je crois, Gwendal, avec des organismes de tutelle ou autres qui viennent les voir en leur demandant de remplir des cases Excel d'analyse de risque, d'exposition, etc. Et il faut commencer à bâtir justement des stratégies d'analyse, puis de fil en aiguille, on va les affiner, on va se rendre compte de la limite des modèles, on va les améliorer, mais il faut démarrer quelque part et démarrer en simplifiant probablement au départ un petit peu le cadre scientifique dans lequel on évolue. Très bien. Écoutez, Martial, Gwendal, je vais vous remercier chaudement au nom de toute l'équipe de AI Days pour cette présentation et effectivement qui contrebalance bien un petit peu mon introduction un peu effectivement alarmiste. C'est super de voir que des entrepreneurs bretons basés à Montréal, Toronto ou Paris sont capables d'apporter des solutions concrètes. Donc, vous avez les coordonnées de Gwendal et de Martial à la fin de la présentation. Donc, que vous soyez une collectivité, un organisme financier ou une filière industrielle, n'hésitez pas à les contacter pour démarrer un processus. Sachez que la métropole, avec Brest AI, on va lancer une initiative qui s'appelle Brest is AI pour aider justement à démarrer des projets d'IA sur le territoire avec des sociétés qui vont vous accompagner comme Actionable et Comfys sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment le moment de démarrer et on est bien équipé pour faire ça. Toute cette présentation sera retransmise en replay sur le site Brest is AI.
Et donc, je vous dis à très bientôt. Il reste encore une présentation sur faire ses premiers pas dans l'IA, donc justement comment démarrer un projet IA auquel Gwendal va participer. Et en parallèle, nous avons une session sur l'AI et la NLP, donc quand le langage humain rencontre la machine, en guise de conclusion. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci, John. Merci. Et puis Merci, Étienne, merci Martial. Étienne, avec plaisir pour répondre Oui, il y a à des vos bonnes questions. Tout à fait, effectivement. N'hésitez pas à les envoyer. Ouais, par avec mail. plaisir Ouais. pour y répondre. C'est en effet des bonnes questions. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir.